Bonjour à tous, bonjour Noémie, merci d'être là. Bienvenue dans ce sommet On n'est pas que des parents pour cette deuxième et dernière journée consacrée aux parents. La troisième journée étant consacrée aux entreprises. Aujourd'hui, on va parler de parents solo, de monoparentalité, avec notre experte du jour. Là, elle va se présenter, mais elle a fondé une application assez magique pour les parents solo pour les accompagner dans leur quotidien. Je vais la laisser se présenter et n'hésitez pas à poser vos questions avec la boîte à questions. Ça reste anonyme. Il n'y a que nous qui voyons vos prénoms. Donc, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez à Noémie. À toi, Joey. Eh bien, merci de me recevoir, Lucille, dans ce sommet pour la deuxième année. Donc, je m'appelle Noémie Kenkin-Sonigo, je suis la fondatrice de Team Parents. Mon histoire professionnelle, c'est d'avoir été pendant 12 ans avocate spécialisée en droit de la famille. Et donc, voilà, j'ai accompagné plein de familles à travers des difficultés liées à la parentalité, des ruptures, des challenges un peu compliqués. Et à côté de ça, j'ai une activité de formation. Je suis formatrice depuis maintenant 20 ans. J'étais formatrice BAFA et puis en parallèle de mon activité d'avocat et depuis, je forme les professionnels de la famille sur les questions de droit de la famille, mais aussi de protection de l'enfance, de parentalité, autour des questions aussi de coparentalité. Donc la question de la monoparentalité, je la connais bien. On a créé avec mon associé FX, qui est développeur et qui est papa solo, une application de soutien pour les parents séparés et solo. C'est une application qui s'appelle l'application Team Parents, et qui est une application sur laquelle il y a plein de ressources et de contenus gratuits pour les parents et de la vulgarisation juridique, parce que quand on traverse une crise familiale, c'est compliqué de comprendre les étapes qu'on va traverser, les droits et les obligations qu'on a. Donc voilà, on essaie de simplifier le droit et la justice de la famille pour les parents. Et il y a aussi plein de contenus psychosociaux sur les enjeux relationnels de la situation familiale. Et sur cette application, il y a aussi un réseau d'experts avec lequel on travaille beaucoup, et qui permet aux parents, donc ce réseau d'experts, il intervient à la fois pour concevoir les contenus, mais aussi pour recevoir les parents en rendez-vous en individuel. Ces consultations-là sont payantes. Et donc sur l'application, il y a des avocats, des psychologues et des médiateurs familiaux. Voilà ce qu'on fait sur l'appli Team Parents. Et on continue à faire de la formation pour les professionnels en Super, parallèle. super. Voilà. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. On va tourner autour de quatre grandes questions parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et qu'il faut bien tenir un timing. La première question qu'on avait évoquée ensemble, c'était comment réorganiser sa vie quand on est en solo. Voilà, concrètement, comment je m'y prends? Je me retrouve avec mes enfants. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a les deux premiers réflexes. Le premier réflexe, c'est d'abandonner l'idée qu'on va être un parent parfait. Mais ça, c'est un conseil qui est bon pour tous les parents. Je pense que Même de en toute duo, même façon, en trio, je pense un que duo, un trio, tout le temps, c'est-à-dire qu'on n'est pas des parents parfaits, on ne peut pas l'être. Et d'ailleurs, c'est bien qu'on ne le soit pas, parce qu'on apprend aussi à nos enfants l'imperfection, la spontanéité, le bazar, l'improvisation. On apprend à faire des erreurs, on apprend à s'excuser d'avoir fait des erreurs. Et tout ça, c'est aussi un bon apprentissage pour nos enfants. Donc, abandonner l'idée qu'on peut être parfait et qu'on doit l'être et qu'on doit tendre vers la perfection parentale, c'est pas possible et c'est même pas bien ni pour nous ni pour nos enfants. Et on s'épuise à chercher cette perfection. Maintenant, on sait que c'est un des facteurs de risque en matière de burn-out parental, qui est un syndrome qu'on commence à connaître et à comprendre un petit peu mieux. Et que la monoparentalité, ça peut être une situation qui va venir fragiliser un petit peu plus. Et donc, il faut encore plus d'indulgence avec soi-même dans ces périodes-là. Donc ça, c'est le premier conseil. Et le deuxième conseil un peu massif qui va revenir beaucoup et que je vais redire beaucoup, c'est ne pas hésiter à se faire aider euh, par des professionnels, mais aussi par l'entourage. D'aller consulter un médecin, un psychologue, un avocat, des gens qui sont vraiment spécialisés, qui peuvent vous soutenir. Et ça, c'est hyper important. Ne pas hésiter à dire ça va pas. J'ai besoin qu'on m'aide, j'ai besoin qu'on m'aide à m'organiser, j'ai besoin qu'on m'aide à m'organiser logistiquement, mais aussi psychiquement pour s'adapter à cette nouvelle donne familiale. Et donc ça, c'est voilà, les deux grands conseils qui vont revenir en boucle pendant tout cet échange parce que c'est ce que je dis aux parents un peu toute la journée et à moi-même aussi, parce que je ne peux pas être parfaite et que j'ai le droit de demander de l'aide et que tout le monde est comme ça.
Et dans demander de l'aide, il y a aussi, alors cette phrase, tout le monde la connaît, il faut tout un village pour élever un enfant. Et ben encore plus quand on est parent solo, parce que la monoparentalité, c'est vraiment un facteur de risque d'isolement. Et donc, il faut se forcer à aller chercher le village, à aller se faire aider. Ça peut être des petites choses, ça peut être des grandes choses, ça peut être juste des amis qu'on peut appeler pour crier, pour pleurer, pour aller boire un verre ou pour juste euh, faire des blagues et rigoler si c'est ça dont on a besoin. Donc, c'est du soutien vraiment émotionnel, mais c'est aussi du soutien logistique. Et ça peut passer par des petites choses, ça peut passer par un groupe WhatsApp avec les parents de la classe, ça peut passer par des tours de rôle pour aller amener les enfants au tennis ou à la poterie. Ça peut passer par plein de petites choses qui vont venir nous soulager opérationnellement. euh, et qui vont du coup répartir un tout petit peu plus la charge mentale, même si forcément quand on est parent seul de ses enfants, l'immensité de la charge mentale, c'est nous qui l'avons. Mhm. Et Euh, on l'évoquait un petit peu avec Malo dans l'intervention précédente, justement. Ils ont une étude autour de la dépression du postpartum et donc de fil en aiguille sur le burn-out quand on avance dans le temps. Et ils évoquaient qu'il y avait un gros frein alors, c'est plus les femmes qui le disent du coup, et qu'en fait, une fois qu'elles ont fait cet auto-diagnostic via l'application Malo, après, franchir la porte d'un professionnel était aussi une grande étape et que malheureusement, aujourd'hui encore, de nombreux professionnels ne sont pas capables d'accueillir cette mm, parole en disant que c'est passager et que ça va passer. mm. C'est là que pour moi, il y a un grand intérêt de voir des applications comme la tienne, c'est qu'en fait, les gens derrière l'application de Team Parents sont sensibilisés, sont Ouais. formés, voilà. Et Noémie, ils veillent, ils sont pas là pour rien. Elle les a pas choisis juste sur l'annuaire. Ils sont vraiment Non, choisis et sélectionnés pour non, non. répondre et en fait pour être vraiment en capacité d'accueillir le fait de bah là ça va pas et c'est pas juste parce que j'ai mal dormi cette nuit, c'est parce Mm. que foncièrement au fond de moi je sens que ça va pas et vous allez pouvoir avec ces pros. Donc ça c'est intéressant aussi parce qu'on en Tout à parlait. fait. Et c'est vrai que j'avais lu une étude sur le renoncement aux soins, Mm, notamment chez les femmes, notamment chez les mères, notamment chez les mères solo, mm, et où il y a un fort renoncement aux soins, encore plus des soins en santé mentale. Parce que, alors pour plein de raisons, mais aussi mais pour des raisons financières, pour des raisons de disponibilité, pour des raisons de plein d'injonctions qui pèsent sur mais ça doit aller. Donc si ça va pas, c'est qu'il y a un problème. Ben non, on a le droit de pas aller bien. Et puis le prendre en charge, c'est une marque importante de convalescence, on va dire. Et c'est vrai que c'est exactement ça. C'est-à-dire que euh, euh, recenser tous les professionnels qui ont le titre avocat, psychologue ou médiateur sur l'application, moi, ça m'intéresse pas du tout. mm, Il y a plein de sites qui font ça, il y a plein d'annuaires qui font ça. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une vraie recommandation de professionnels qui sont formés, qui sont disponibles, qui sont engagés dans la démarche d'accompagnement des parents solo. Sur la partie du burn-out parental, j'imagine que Malo l'a dit, mais pas forcément, alors je le répète. Il y a une formation certifiante sur le burn-out parental qui identifie les professionnels qui sont formés avec une carte. Et donc, voilà, tu pourras peut-être mettre ça en ressources, mais oui. qui permet Et qui s'appelle d'identifier les Roxane. professionnels et les psychologues qui sont formés sur ces thématiques-là. Donc, c'est pas seulement la dépression postpartum, c'est vraiment le burn-out parental qui peut durer dans le temps, peu importe l'âge des enfants, quoi. Oui, oui, on n'a pas évoqué Isabelle Roxane, c'est elle hein, dont tu parles, Ouais, qui a créé la formation. Mais je vais le noter dans les ressources. Euh, ouais. du coup, voilà, d'où l'intérêt de se faire, d'être bien entouré des bonnes D'être personnes. bien entouré. Et puis le dernier conseil que je peux donner aussi, mais qui pareil s'adresse à tous les parents, mais encore plus les parents qui n'ont pas de relais, c'est de se simplifier la vie. Alors ça peut paraître très bête comme recommandation, mais en fait, ça va avec le fait d'abandonner l'idée d'être parfait, mais c'est aussi, par exemple, si on va chercher ses enfants à l'école tous les jours à 16h30, mais du coup on court tout le temps, on est fatigué tout le temps, ou qu'on prend ses enfants tous les mercredis au lieu de les mettre au centre de loisirs, et bien peut-être que pendant certaines périodes, en fait, on a besoin de plus de relais. En France, on a la chance d'avoir plein de dispositifs à disposition. On a des centres de loisirs, on a des MJC, on a des organismes qui ne sont pas des grands-parents ou des nounous si on n'a pas la possibilité d'avoir ça, mais qui sont des organismes qui sont en général pas trop mal foutus et qui permettent d'avoir un vrai relais sans que ce soit trop cher. Et on peut se dire à certains moments, bah, je vais me simplifier la vie, je vais m'acheter, entre guillemets, 2 heures de plus dans ma journée avant d'aller récupérer mes enfants, soit pour faire les courses, soit pour bosser en ayant moins l'œil sur la montre, soit pour juste avoir une heure où je fais quelque chose pour moi.
Ça peut être juste regarder une série, ça peut écouter de la musique, ça peut être aller marcher, ça peut être... Voilà. Mais ne pas hésiter à se dire, dans ma checklist des trucs parfaits que je devais faire en tant que maman, qui est manger bio et faire du sport et faire du solfège et être extrêmement présente, etc. Et ben en fait, pendant certaines périodes, on peut supprimer des trucs. On peut Ouais. s'autoriser à supprimer des trucs parce que... et ça ne veut pas dire que ça change la personne qu'on est en tant que parent, ça ne veut pas dire que ça va changer l'amour que nos enfants nous portent, ni même leur expérience de vie. Ça veut juste dire que pendant certaines périodes, on a le droit de s'acheter un peu de simplicité et de confort. Et encore une fois, quand je dis s'acheter, c'est pas en payant, c'est en s'organisant, en simplifiant, en supprimant des choses. On a le droit de dire non à certaines obligations sociales du week-end ou des soirées parce que juste on n'a pas envie et qu'on réserve nos ressources sur l'essentiel. Et voilà. Oui, s'écouter et s'accorder du temps. On en parlait ce matin avec Juliette. Parfois, il vaut mieux prendre, comme tu disais, un quart d'heure pour Mm. lire, aller marcher avant d'aller chercher ses enfants à l'école ou à la crèche et être en bonne composition et avoir l'esprit OK quand ils sont là. Exactement. Sinon, en fait, le Le temps. temps passé avec les enfants, où en fait on est frustré de ne pas faire autre chose, où on est stressé parce qu'on a des notifications, j'en sais rien, du travail, mais aussi de la belle-mère ou l'avocat. Voilà, on a des sollicitations hyper stressantes. En fait, c'est du temps qui n'est pas du temps de qualité avec notre enfant, dont on ne profite pas, qui n'est pas forcément hyper bénéfique pour l'enfant. Donc faut s'autoriser à supprimer ces choses-là ou alors à trier les activités qui ne nous apportent pas du plaisir. Ouais, Par exemple, il y a des parents qui supportent pas d'aller au parc avec leurs enfants. Et ben, on n'est pas obligé d'aller au parc avec nos enfants. Il y a des parents pour qui le moment des devoirs, c'est vraiment un moment de tension permanente. Et ben, peut-être que pendant une période, il faut déléguer ça à l'étude ou à quelqu'un ou à un tiers de la famille qui va s'en charger. C'est pas grave de pas être celle qui fait tout. Quand on a la possibilité d'avoir du relais, il faut s'autoriser aussi à ça, quoi. très intéressant. Merci, Noémie. La deuxième question, grande question, comment protéger ses enfants? Parce que qui dit séparation, on pense quand même souvent à des conflits, même s'il y a des séparations qui se passent bien. C'est quand même un moment voilà, qui est challengeant pour les parents sur le sujet de je veux protéger mon enfant de cette situation d'adulte qui Mm, va devoir quand même vivre un petit peu. mm. Du coup, quels sont un peu les garde-fous que je peux mettre autour de tout ça pour les Ouais. protéger? Alors déjà, première chose, sur le protéger mon enfant. Euh, il y a beaucoup de stigmatisation sur la décision de se séparer, la monoparentalité. Pendant toute une période en sciences sociales, on disait que les enfants de familles monoparentales vont moins bien, que ça a un impact sur la scolarité, etc. Et c'était hyper culpabilisant pour les parents. Ce qu'il faut savoir sur ces études-là, c'est que c'était des études qui prenaient des populations d'enfants de familles ensemble et de familles monoparentales, mais qui ne comparaient pas les facteurs de risque à l'intérieur de ces familles-là et qui ne comparaient pas non plus la situation de l'enfant dans la famille monoparentale après la séparation d'avant la séparation. Ce que Oui, je veux dire, c'est que c'est des recherches qui ne sont pas significatives. Aujourd'hui, la certitude qu'on a à peu près en sciences sociales et en sciences voilà, développementales pour l'enfant, c'est que c'est moins la séparation en elle-même qui va avoir un impact sur le développement de l'enfant que le niveau de conflictualité entre les parents, qu'ils soient ensemble ou pas ensemble. C'est-à-dire que c'est plus le conflit dans lequel l'enfant va être englué qui va lui poser problème dans sa reconstruction que est-ce qu'il vit avec ses deux parents et même est-ce que il est sous quel mode de garde il est organisé. La bonne nouvelle, c'est que le niveau de conflictualité, on peut toujours agir dessus. Soit à deux, parce que les deux parents ont envie de travailler sur la question, soit même seul quand on a une personnalité hyper compliquée en face. On a toujours la possibilité de travailler avec ça. Encore une fois, pas hésiter à se faire aider par des professionnels qui sont formés sur ces questions-là. Et il y en a de plus en plus qui sont formés sur la coparentalité, l'équipe parentale. Il y a des dispositifs qui sont montés sur ces thématiques-là. Et chez Team Parents, on travaille aussi beaucoup sur ces notions-là. Une fois les qu'on a posé... médiateurs, on connaît peu ce métier, mais médiateurs, médiatrices familiales, Oui, familiaux, pas trop comment on dit, sont... Moi, je connaissais pas ce métier avant de faire le sommet l'année dernière, Mm, mais vraiment, voilà, ça vous aide à essayer de trouver parfois des terrains d'entente sur des sujets qui sont parfois très compliqués. tout à fait. Alors après, la médiation, telle qu'elle est pratiquée en France, en fait, c'est pratiqué avec très peu de budget, donc très peu de temps alloué aux familles. Et donc, les médiateurs qui sont désignés par les juges vont avoir très peu de temps pour reconstruire la relation entre les parents. Ils vont essayer de trouver des accords, et s'il y a un accord, voilà, le travail est fait. S'il n'y a pas d'accord, on renvoie vers le juge.
faut pas hésiter à aller voir des professionnels qui sont soit des coachs, soit des parents, des psys, pardon, qui sont formés sur ces thématiques-là, qui vont aider vraiment à reconstruire la communication entre les parents sur le long terme, au-delà de la question de savoir de qui va payer la pension et quel va être le rythme de l'enfant. Voilà, ça c'est le premier aparté, mais déjà pour enlever un peu de poids sur les épaules des parents solos et qui sont à 82% des femmes, donc on le voit sur les mamans solo qui sont plus nombreuses. Non, le fait que vous êtes une maman solo ne va pas fucked up votre enfant. Pas du tout. Bien sûr que c'est une source de fragilité pour vous et qu'il faut le prendre en charge, mais il faut arrêter de culpabiliser là-dessus. Maintenant, on sait quels sont les facteurs de protection des enfants pour vivre cette période-là et pour vous aider vous aussi à vivre cette période-là. Je Et vais la... mettre peut-être les pieds dedans, mais enfin, pour avoir, je suis une enfant de parents séparés. Est-ce que c'est pas, et je pose vraiment la question, c'est une vraie question, c'est pas rhétorique. Est-ce que c'est pas mieux d'avoir des parents séparés plutôt que des parents, tu vois, Ah, mais qui c'est sont une malheureux certitude. chacun de leur côté, qui sont parfois violents, qui se parlent Voilà. plus, qui du coup C'est mettent une une ambiance. certitude. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des données on a même des données sur la nature de l'équipe parentale. Il y a une différente typologie de l'équipe parentale. On ne va pas venir dans le détail là-dessus parce que c'est un peu complexe et voilà, ça nécessite une journée de formation ou alors une intervention vraiment sur ce sujet-là. Mais aujourd'hui, on a de la donnée sur le niveau de conflictualité et sur la typologie de coparentalité. Quand on a une coparentalité vraiment hyper conflictuelle et violente, ça a le plus d'impact sur les enfants. C'est ça qui a le plus d'impact sur les enfants, encore plus quand les parents sont ensemble, parce que l'enfant, il est au cœur du conflit au jour le jour en permanence. Ouais. Et donc, comment on protège ses enfants? Déjà, en identifiant bah, le moment où c'est trop. C'est-à-dire, est-ce qu'on part pour les enfants ou est-ce qu'on reste pour les enfants? Ça, c'est hyper compliqué comme sujet. Parfois, on reste pour les enfants jusqu'à un stade où on considère qu'en fait, il faut partir pour les enfants. Et ça, sonder sa boussole interne de quand est-ce qu'il faut partir pour les enfants, quand on est soi-même dans une période hyper compliquée, ça peut être difficile. Et encore une fois, j'y reviens, ne pas hésiter à se faire aider pour ça. On va sortir bientôt sur Team Parent des outils justement pour identifier le niveau de violence, le niveau de conflictualité, la qualité de l'équipe parentale, qui vont permettre aussi aux parents de venir tester ça sur l'application et aider un peu la réflexion. Une fois qu'on a décidé de se séparer, qu'on est en train de s'organiser la séparation, ou qu'on est séparé, le premier conseil pour protéger les enfants, c'est déjà de leur parler, quel que soit leur âge, même des tout petits, leur parler, parce qu'ils entendent, ils comprennent, alors leur parler avec des mots simples, des mots qui correspondent à leur âge, des mots qui correspondent à ce qu'ils peuvent entendre, et des sujets qu'ils peuvent entendre. C'est-à-dire que si papa a trompé maman et que votre enfant a 2 ans, Pas nécessairement parler. peut-être c'est pas la priorité de lui dire ça. Peut-être qu'il faut lui expliquer simplement ce qui va se passer, lui expliquer les prochaines étapes, le rassurer sur l'amour inconditionnel de ses deux parents pour lui. Mais oui, même à 2 ans, même 1 an et demi, cette parole, elle est utile et cette parole, elle rassure l'enfant. Et puis, donc, parler, expliquer. Le mieux, quand c'est possible, c'est de parler les deux parents ensemble et d'expliquer d'une même voix aux enfants, mais c'est pas toujours possible. Et que bon, bah, quand c'est pas possible, bah, on se saisit soit de ce qu'on peut faire, et puis répondre aux questions des enfants quand elles viennent. Parce qu'en fait, un enfant pose la question pour laquelle il est prêt à entendre, c'est pas du tout français cette phrase, mais On la a compris. réponse. On a compris? On a compris. En gros, ils vont pas poser des questions auxquelles ils ne peuvent Ils pas vont pas avoir aller la sur un réponse. terrain où ils veulent pas entendre la réponse. Ils vont poser les questions quand ils sont prêts. Et donc répondre aux questions, encore une fois, avec des mots d'enfant. Et n'hésitez pas, j'y reviens tout le temps, mais à aller consulter pour savoir quels mots utiliser. Ça ne veut pas dire forcément consulter un pédopsie avec votre enfant, mais vous pouvez vous consulter un psychologue pour lui expliquer la situation et puis lui demander si les mots que vous utilisez ou lui demander des suggestions de mots ou de manières d'exprimer les choses parce que vous, ça va vous aider. Et nous, on a des psychologues sur l'application qui sont d'ailleurs très bien formés là-dessus, que vous pouvez consulter. Euh, le deuxième conseil, c'est de ne pas oublier et parfois, c'est difficile, surtout quand on a une histoire de couple qui est compliquée, qu'on a été blessé ou qu'on a blessé l'autre. Voilà. C'est de ne pas oublier que votre enfant, il aime ses deux parents, quoi qu'il se passe, et quoi que les deux parents aient fait. Et que votre enfant, il est fait à moitié de l'autre parent.
Donc, chaque mauvaise parole que vous allez lui donner à propos de l'autre parent, il va le prendre pour soi et ça va avoir un impact sur l'estime de soi. Donc, quand on n'est pas dans une situation de violence conjugale, il faut vraiment avoir, parce que ça c'est une autre manière de traiter cette question-là, dont on parlera peut-être après, mais quand on est dans une histoire de couple difficile qui a rompu pour plein de raisons, il faut pas oublier, et que l'autre parent n'est pas un parent dangereux, c'est ça que je veux dire. Il faut pas oublier que votre enfant, il est à moitié de l'autre. Et donc, si vous lui dites papa ou maman, c'est un taré, enfin, vous noircissez son image, vous noircissez pas seulement l'image qu'il a de son père ou de sa mère, mais vous noircissez l'estime qu'il a de lui-même. Donc, faut garder ça à l'esprit. Ça veut pas dire, et j'en reviens à la situation de violence, ça veut pas dire que vous n'avez pas le droit de dire papa ou maman a fait un truc qui n'est pas bien. Ouais. Oui, je rajouterais même la partie inceste et violence sexuelle sur les enfants, parce que Bien, pour le non, coup, alors là ça, aussi, on est sur, voilà. Donc c'est là-dessus, des cas un peu à part là, de ce qu'on alors c'est traite. des cas un peu à part, Oui, il y malheureusement, en a beaucoup trop. il y en a Oui. 3 par classe, des enfants incestés. Donc ça, c'est pour la première recommandation, c'est une recommandation pour les situations non violentes. Ouais. C'est que, entre guillemets, une histoire de couple qui a mal tourné et tristement banale. Quand on est dans une situation de violence, vraiment se faire accompagner sur les mots à poser sur cette situation auprès des enfants. Vraiment, 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 vraiment. Sur les situations de violence, même les professionnels, et moi je les forme les professionnels aux violences. On dit aux professionnels qui sont formés, qui ont l'habitude de voir situation, ne pas rester seuls avec ça. Il faut continuer à se former, faire des groupes de supervision, donc, si je dis aux professionnels qui sont formés, qui pratiquent ces situations-là, qui ne vivent pas la Ils ne les situation vivent eux-mêmes, pas. mais qui ont la distance du professionnel, si à eux, on leur dit ne restez pas seuls, consultez vous-même les équipes ou les référents, et ben, encore plus les parents, ne restez pas seuls avec ces situations-là. Faites-vous aider pour poser les bons mots. Parce qu'il faut poser les mots aussi auprès des enfants. Les enfants, ils voient, ils sentent, ils voient tout, ils ont tout vu. Et quand vous pensez qu'ils n'ont pas vu, ils ont vu. Quand vous pensez qu'ils n'ont pas senti, ils ont senti. Ils ont tout vu. Et donc, posez les mots. Posez les mots en étant accompagné, soit vous coaché par un professionnel, soit vous avec un Avec. professionnel, soit le professionnel. Mais il faut poser les mots. Et ça, c'est vraiment un énorme élément de protection pour les enfants. La communication, le fait de poser les mots, le fait d'expliquer en étant voilà, adapté à l'enfant. On pourra peut-être rétorquer que c'est compliqué d'avoir accès à certains soins, à certains professionnels, Ouais. parce qu'il y a une barrière financière. Est-ce que, il y a des associations aussi qui peuvent peut-être aider là, vraiment pareil, hein, c'est une vraie question pour soutenir ces... Ouais. Alors, il fait une réponse compliquée. Il y a une pénurie de psy en France qui est vraiment dramatique. Nous, c'est aussi pour ça on travaille avec des psychologues qui sont vraiment très spécialisés, qui sont surbookés, qui ne prennent plus de nouveaux patients et qui, pour autant, nous ont attribué des créneaux pour la communauté de parents, de team parents, justement pour ça. Ça n'enlève pas la barrière financière, mais il y a effectivement des associations en local, il y a des CMP alors ça dépend des endroits, il y a des endroits malheureusement, il y a des mois d'attente avant d'avoir une place en CMP, mais vous pouvez aussi vous rendre en PMI, vous pouvez vous rendre dans le centre social de votre ville pour être aiguillé par le centre social ou le CIDFF pour avoir des noms de professionnels. Il y a des associations de parents, il y a Enfance et Partage, il y a plein d'associations de victimes et de parents de victimes qui peuvent vous orienter vers des professionnels qui vont vous écouter et vous proposer une manière de poser la parole. Et puis je répète, si on ne se sent pas à l'aise avec ce que le pro dit, parce que tout le monde, comme Oui, on le dit, n'est pas formé, on pousse d'autres portes. Enfin, on ne s'arrête pas oui, là on ne s'arrête pas là, et on continue. Et si on n'a pas les moyens, malheureusement, d'être accompagné par quelqu'un dans le privé, on continue d'ouvrir les portes. Et si bien sûr. le PMI répond pas bien, bah, on va en ouvrir une autre et on continue parce que c'est pas parce qu'une pédiatre ou une psy vous dit quelque chose qui n'est pas, enfin, que vous sentez qui n'est pas OK en tout cas, qu'il Mm. faut pas continuer. Enfin, faites-vous Ouais, confiance, et, complètement. il faut avancer. Après, il y a de plus en plus de mutuelles qui prennent en charge des soins en santé mentale. La Sécu prend en compte une partie. Il y a le dispositif Mon Parcours Psy, Ouais. qui est très peu connu et pas du tout validé par les psys, qui sont, parce que du coup, payés très très peu avec ce dispositif-là, mais qui permet de prendre en charge 8 séances par an.
Bon, voilà, c'est pas assez du tout, du tout, du tout, du tout, Mais il du y a tout. tout ça qui existe en tout cas. Mais il y a des choses qui existent. Super. Donc, autre, autre sujet pour protéger votre enfant, euh, c'est de le laisser à sa place d'enfant. C'est-à-dire de l'extraire de la triangulation qu'il peut y avoir autour du conflit. La triangulation, c'est la relation à trois avec les deux parents en conflit et l'enfant au milieu qui va jouer le rôle de confident, d'espion, de messager. Ouais. Ça, c'est délétère pour les enfants. Et autant que faire se peut, il faut essayer d'extraire les enfants de ça. Euh, c'est pas facile, et puis ça dépend de la personnalité qu'on a en face. Mais ça peut aussi passer par des professionnels, par la médiation de professionnels pour mettre en place des dispositifs de communication qui enlèvent l'enfant de cette triangulation. Très bien. Et dernier conseil pour protéger les enfants, c'est pour le temps que vous avez imparti avec vos enfants, parce que ça peut être une semaine sur deux, ça peut être tout le temps, ça peut être tout le temps sauf le mardi, enfin ça dépend de votre planning. Essayez de mettre en place le plus de calme possible quand vous avez l'enfant, le plus de routine possible Mm. qui vont lui permettre, quand il est chez vous en tout cas, Être sécure. d'avoir des repères stables, de visualiser à quoi ressemble sa semaine, à quoi ressemble une journée, une soirée type chez vous. Voilà, de ralentir le rythme le plus possible. Et ça va aussi avec le fait de simplifier la vie conseil dans la Mm. première partie. Voilà, installer des routines qui vont être vraiment rassurantes pour les enfants, y compris chez les grands, y Ouais. compris chez les ados qui apprécient en fait avoir du temps calme avec vous, du temps calme à la maison, des rituels simples, des jeux de société, enfin voilà. Simplifier, simplifier, simplifier la vie et les routines. Mm. Très bien. On avait parlé d'une question, comment éviter ou tenter d'éviter le Ouais, conflit. Enfin, on y a un peu répondu en trame de fond, ouais. c'est pas mal, mais est-ce qu'il Ah y a oui, mais encore... on en a répondu sous Ouais. l'angle comment protéger les enfants, mais il y a aussi vous que ça épuise le conflit. Ouais. C'est-à-dire qu'être un adulte dans le conflit, c'est vraiment épuisant. Ça fatigue. Et ça, c'est aussi une partie des résultats des recherches sur la coparentalité et l'équipe parentale, c'est que ça a un impact sur le développement et le bien-être de l'enfant, mais ça a aussi un impact sur la santé mentale des parents. C'est-à-dire que plus on va être dans du sabotage mutuel, et plus on va puiser sur nos ressources. Donc, bah, quelques outils. Alors, je ne vais pas parler de communication non violente parce que j'imagine qu'une partie d'entre vous connaissent ces préceptes-là. Mais allez vous renseigner sur voilà, la méthode de communication non violente. On en parle aussi sur le compte Instagram de Team Parents. Et puis, il y a des contenus là-dessus sur l'application. Mais c'est des outils qui permettent d'avoir une espèce de discipline, en tout cas de son côté, parce qu'on ne peut pas forcer l'autre à être intelligent dans sa communication. Mais en tout cas, soit on peut avoir une discipline qui va permettre de un peu refroidir les échanges. Mais en gros, dans les échanges avec l'autre parent, si c'est vraiment très chaud et très, très intense, euh, ralentir le rythme, ne pas répondre à chaud. On n'est pas obligé de répondre aux textos, on n'est pas obligé de répondre aux appels, surtout quand c'est harcelant comme ça. On peut se poser, rédiger une réponse, répondre par écrit, faire relire à un proche, un avocat, ou alors juste le poser de côté, puis le reprendre plus tard et le relire. En fait, le conseil que je donne souvent, c'est de traiter la communication avec l'ex quand on est en conflit, comme si on communiquait au sein d'une équipe de travail avec un collègue qu'on n'aime pas trop. Sachant que le projet commun là avec le collègue qu'on n'aime pas trop, qui est l'autre parent, c'est que c'est l'enfant. Mm. Donc ça veut dire trier les sujets, rassembler les échanges sur les sujets les plus fondamentaux, enlever tous les sujets de détail. De toute façon, vous n'allez pas apprendre à l'autre parent à être quelqu'un de bien. C'est sa responsabilité, c'est pas la vôtre. Trier les sujets et s'adresser de manière cordiale, uniquement centrée sur l'intérêt de l'enfant Factuel, et j'imagine, presque. factuel, exactement. Et posez-vous la question quand vous avez rédigé ce message, vous l'avez posé de côté, vous êtes allé faire marcher un tour pour vous calmer, vous reprenez le message. Est-ce que dans un cadre professionnel, si à la place de l'enfant, il y avait le séminaire, est-ce que vous pourriez envoyer ce mail? Et ça permet déjà pour notre... Parce qu'en fait, envoyer un message incendiaire, ça fait du bien un quart de seconde, mais ça fait pas de bien sur le long terme à soi
Et donc, c'est soit qu'on essaye de préserver en faisant ça. Donc ça, c'est voilà, un des conseils. L'autre conseil, c'est de désimbriquer les vies au maximum. Dès qu'on peut, quand on est vraiment dans une situation de conflit ou de pré-conflit. C'est-à-dire lâcher ce qui peut être lâché de ce qui se passe de l'autre côté. Est-ce qu'il a mis un bonnet? Est-ce qu'il n'a pas mis un bonnet? Qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il ou elle, pardon, a fait manger à notre enfant? Est-ce qu'il a regardé, il ou elle a regardé un peu trop la télé ou pas la télé? Voilà. Désimbriquer la vie, les vies chez les deux parents. Essayer d'organiser pour qu'il y ait le moins de croisements possible. Parfois, peut-être que la remise le changement de bras, on dit, se fasse à l'école plutôt que chez l'un et chez l'autre. Voilà, trouver des petits trucs pour vraiment vous désimbriquer et que chacun ait sa vie en parallèle, en tout cas pour un temps, pour permettre à chacun de s'apaiser et de laisser les blessures se réparer. Je voulais dire autre chose, j'ai oublié. Bon, C'est déjà voilà. bien. Euh, Non, c'est déjà très clair. Mais j'imagine je ne suis pas concernée par la monoparentalité, mais je le vis au travers de ma meilleure amie. Ah, je cherche mes mots, moi aussi. Euh, c- Tout ce qu'il faut prendre sur soi. Voilà, Mm. quand tu dis il faut désimbriquer, pas faire attention à ce que fait l'autre, tout ça, j'ai déjà parfois du mal à accepter comment fait mon mari, alors que bon, je vis avec, tout va bien et nous ne sommes pas vraiment en conflit. Alors j'imagine quand ça va pas et Ouais. que tu vois sortir ton enfant sans bonnet et tu sais qu'il a regardé 4 heures d'écran, tu dois un peu, ça doit Alors, être compliqué. c'est hyper difficile et les deux clés pour ça, la première, c'est de prendre soin de soi. Vraiment, parce que quand on a des outils de gestion de ses émotions, du stress, en fait, on est plus en capacité de faire le tri entre ce qui est important et ce qui n'est pas important, et on est plus en capacité d'accueillir aussi les émotions de l'enfant, mais aussi de son ex, et de les comprendre et d'être distancié par rapport à ce qui se passe de l'autre côté. Donc vraiment prendre soin de soi. Ça peut passer par un psy, mais ça peut passer aussi par prendre du temps pour soi, faire du yoga, faire de la marche. Regardez la télé-réalité, je ne sais pas ce qui vous fait du bien, mais voilà, allez bien soi, le mieux possible. Et la deuxième chose, c'est vraiment de trier les sujets. Moi, souvent, je fais faire un exercice aux parents qui est l'exercice du feu rouge, où je demande de mettre, vous dessinez un feu rouge, hein, c'est pas très compliqué, dans le vert, vous mettez ce qui va bien dans la parentalité. C'est un exercice qui peut se faire en couple ou seul, ça n'a pas de... c'est toujours intéressant. Dans le vert, vous mettez tout ce qui va bien, tout ce qui roule facilement dans votre parentalité et dans le lien à l'autre. Dans le orange, vous mettez ce qui grippe un peu, Le bonnet, par exemple. pas le bonnet. Voilà, ce qui grippe un peu, mais qui n'est pas hyper dramatique. Et dans le rouge, vous mettez ce qui doit se retrouver sur le bureau du juge, Mm. ce que vous devez dire à votre avocat ou ce qui doit motiver de porter plainte. Et dans le rouge, en fait, il faut trier les urgences. Mm. Et donc, il ne peut pas y avoir plus de cinq six choses dans le rouge. S'il y a plus de cinq six choses dans le rouge, il y a deux choix. Soit on est vraiment dans une situation d'extrême urgence et il faut absolument une prise en charge judiciaire, soit c'est qu'il y a trop de choses et qu'il faut mieux trier. Il faut mettre des trucs dans le orange. Et ensuite, attachez-vous à gérer les trucs dans l'ordre de priorité. Et donc le reste, ça peut attendre. On n'est pas obligé de reprendre systématiquement. Moi, je me rappelle d'une maman que j'avais accompagnée et qui, qui m'avait... je donne souvent cet exemple parce que ça m'avait marqué et qui, donc j'étais son avocate et on préparait le dossier pour le juge et elle triait les sujets d'incompétence du père. Et il y en avait des massifs, des gros, gros sujets. Et dans les exemples, elle me dit, vous vous rendez compte, il donne de l'orange pressée tous les matins à nos enfants. Et et pour moi, c'était c'était pas vraiment un problème. Mais enfin, moi, j'aurais bien aimé avoir du genre de l'orange pressée tous les matins. Mais elle m'expliquait qu'au niveau nutritionnel, compte tenu de l'âge des enfants, en fait, c'était trop ci ou trop ça. Je n'ai pas retenu, j'avoue. Et donc, je lui avais fait trier cette info-là. C'est-à-dire qu'un juge aux affaires familiales, si on lui dit il y a un gros problème avec ce père parce qu'il donne du jus d'orange pressé tous les matins à ses enfants, en fait, le juge va être perdu là-dedans. Et il va considérer que si on met au même niveau des choses vraiment graves et le jus d'orange, c'est qu'on a perdu le sens des priorités. Et donc, vraiment, se forcer soi à trier les sujets. Le jus d'orange, c'est pas grave. S'il y a d'autres choses plus graves, Oui, eh ben c'est on s'occupe du plus grave d'abord.
S'il n'y a rien de plus grave et que le plus grave, c'est le jus d'orange, bon, c'est que ça va. Et là, vous pouvez vous occuper du jus d'orange, avoir une discussion, un repas, peut-être envoyer un petit article sur la nutrition, trouver des moyens de communiquer qui sont pas agressifs. Et là, je renvoie à la méthode de la communication non violente, mais hiérarchiser les sujets. Hmm. Oui, on va garder cet exemple du jus d'orange pour finir cette interview. Mais c'est hyper intéressant l'exercice du feu rouge. Je trouve que, comme tu dis, c'est même en couple, en fait, ça peut être vraiment Ah bah, bien sûr. un bon outil pour discuter des sujets qu'on doit vraiment traiter là, parce que... Complètement, et y compris en couple avec un beau-père ou une belle-mère. Parce que quand on élève ses enfants ou son enfant avec quelqu'un qui n'est pas le parent de l'enfant, bah, on est quand même une équipe parentale. Parce Ouais. qu'on vit au même domicile et qu'on fait faire les devoirs et qu'on va chez le pédiatre et que le beau-père ou la belle-mère, bah, il a sa place dans la vie de l'enfant et il a une empreinte dans la vie de l'enfant qui est hyper importante. Et donc le parent solo qui vit avec un beau-parent mais qui doit aussi gérer l'ex, bah, en fait, il a deux équipes parentales qui parfois se coordonnent moyennement. En général, ça se coordonne pas trop. Pas. Ou pas, ou au contraire se sabotent mutuellement. Et donc le parent, il est un peu entre les deux. Et donc c'est un travail qui peut être fait et à la maison avec le conjoint actuel et en dehors de la maison avec l'ex. Super outil. Bah, je sais pas, on a parlé de beaucoup de ressources. Donc, la dernière question était vraiment les ressources disponibles. Je pense qu'on en a cité des tonnes pendant cette intervention. Est-ce qu'il y a une autre chose que tu voudrais évoquer avant qu'on... Je l'ai beaucoup dit, mais je le redis, ne pas hésiter à se faire aider, que ce soit vraiment de l'émotionnel ou de logistique avec le cercle proche, avec le cercle un peu plus éloigné, les voisins, les parents d'élèves, la gardienne, peu importe. Euh, Ne pas hésiter à aller chercher des professionnels. Donc, il y a le Centre social de la ville, le CIDFF, qui est le Centre d'information du droit des femmes et des familles. Il y en a un peu dans chaque ville. Il y a des permanences. Renseignez-vous là où vous habitez. La CAF, qui propose des aides. Maintenant, il y a une aide d'urgence pour le départ du domicile conjugal en cas de violence conjugale, mais il y a aussi d'autres aides. N'hésitez pas, quand on arrive à les joindre, à prendre rendez-vous avec eux parce qu'il peut y avoir des aides exceptionnelles au moment de la séparation. Et donc, faut pas hésiter à demander. En fait, il n'y a pas de raison, ces dispositifs, ils existent. En fait, il y a beaucoup d'aides qui existent, mais qui sont soit méconnues, soit qu'on n'ose pas demander, Mm. parce que bah, pour des raisons de peur de la stigmatisation, etc. En fait, cet argent, il existe, puis il est disponible et il est Et vous fait en avez pour les besoin. familles. Pardon? Et en l'occurrence, vous en avez besoin, là, dans ces Et en moments-là. l'occurrence, voilà, avoir un peu de quelques centaines d'euros ou 1 000 euros, ça dépend des aides, au moment où on déménage et où on doit se remeubler, racheter des vêtements pour les enfants, etc. Bah, comme disait ma grand-mère, quand on te donne, prends, quand on te prend, crie. Ouais. Bon, la CAF, c'est elle te donne pas, faut aller chercher, mais Mais est-ce que les assistantes sociales peuvent être aussi de bons conseils sur ce sujet? tout Est-ce à qu'elles fait. connaissent les Tout, dispositifs? ouais, tout à fait. Dans les centres sociaux les CCAS des villes, il y a souvent des assistantes sociales où on peut avoir des consultations gratuites. Ouais. Donc, tout à fait, Et ça elles peut. connaissent tout ce Oui, panorama ouais, d'aide et qui peuvent nous aider ouais, à créer tout à les fait. dossiers ou en tout cas à connaître et faire les Exactement. démarches. Et puis après, bah, il y a toujours les professionnels team parents qui sont Vraiment. disponibles. Je vous remettrai donc le lien dans la description de la vidéo par mail et vous aurez évidemment le replay de cet enregistrement sur YouTube. Donc merci beaucoup. Il n'y a pas eu de questions, mais peut-être qu'ils te contacteront via Team Parents ou sur tes Avec réseaux plaisir. sociaux. Et N'hésitez merci beaucoup Noémie pour cet échange, c'était vraiment très riche. Je vous pas. dis Merci, à Lucille. tout de suite pour parler de reconversion professionnelle parce que oui, quand Ah, on devient parent, vaste souvent sujet. on est un peu chamboulé dans son côté pro aussi. Allez, très bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir.